Le 19h, donc, toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de ce mardi 7 décembre. Économie oblige, le Sénat finit par revenir à la copie souhaitée par le gouvernement sur la fin des exonérations de cotisations sociales en matière de services à la personne. Mais un autre débat déjà en vue est très animé, la réforme de la fiscalité sur le patrimoine. François Baroin adopte une position médiane affirmant qu'il ne veut pas coûte que coûte supprimer l'impôt sur la fortune. Le but d'Éric Cantona, loin d'être atteint, pas de retrait massif aujourd'hui au guichet des banques. L'ex-footballeur qui n'a pas donné l'exemple est même rattrapé par ses propres virements récents et massifs. François Fillon fait donc plier le Sénat qui avait voté en faveur du maintien de l'exonération actuelle de charges au bénéfice des particuliers employeurs. Le gouvernement n'a pas voulu renoncer à une économie de 450 millions d'euros. L'issue de ce bras de fer s'est jouée tout à l'heure à l'issue d'une longue après-midi de tractation. Récit avec Fabrice Cunet. Oui, mais la question, c'est de savoir à quelle hauteur. Voilà. Et ça, on n'en sait rien. On verra. C'est quand même un peu embêtant. Embêtante, la question de l'aide à domicile. Les sénateurs ont voté le maintien de l'abattement de 15% sur les cotisations des particuliers employeurs. Un choix qui mécontente le gouvernement, comme une quinzaine d'autres amendements. Les fonctionnaires de tous les ministères n'ont pas bien compris qu'il y avait un Parlement. Et ils pensent que lorsqu'ils ont sorti un texte, ce texte doit être inscrit dans le marbre et protégé. Non. Message entendu. Et c'est Patrick Ollier qui vient déminer le terrain. Seule l'aide à domicile sera rediscutée. Le premier vote s'était joué à 2 voix. Alors le ministre est là pour mobiliser les sénateurs UMP. Non, le gouvernement veut apaiser le jeu, il écoute sa majorité et il souhaite trouver des solutions. Puis après, le Parlement tranche. Mais il n'y a pas de problème. Le message s'adresse aussi et surtout aux centristes. Sans leur voix, impossible de revenir à la version du gouvernement. Il a fallu en tout cas 48 heures pour que j'obtienne les documents qui prouvent que la déclaration du gouvernement était effectivement fondée. Je n'ai jamais dit que le gouvernement avait tort, mais je demandais à ce qu'on me prouve que ces personnes fragiles étaient bien hors champ. C'est le cas, donc je m'estime satisfait. Dès lors, le vote est entendu pour le gouvernement. L'abattement de 15% sera bien supprimé, soit une économie de 450 millions d'euros pour l'État. Une première reculade du Sénat, mais 14 amendements font encore débat. Et François Fillon a déjà prévenu, il fera tout pour revenir au texte initial. Et les autres points de désaccord entre le gouvernement et le Sénat sur la suppression totale de la publicité sur France Télévisions ou encore sur l'aide médicale d'État seront tranchés lors de commissions mixtes paritaires réunissant sénateurs et députés. Nous retrouvons Emmanuel Kessler maintenant en direct de la séance budgétaire. En attendant le résultat du vote, Emmanuel, évoquons un autre débat qui s'annonce vif sur la réforme fiscale et la taxation du patrimoine. Absolument, et c'est d'ailleurs déjà un débat qui était en arrière-fond il y a quelques instants de pas mal d'explications de vote ici au Sénat, explications sur ce budget 2011. Et donc c'est le chantier de 2012 qui s'annonce au moins aussi animé. Alors vous le savez, la boîte à idées est ouverte, un groupe de parlementaires a été constitué par le gouvernement sur le sujet et les avis divergent, y compris au sein de la majorité, avec des scénarios assez différents et parfois contradictoires qui sont sur la table. Il y a 2 difficultés financières d'abord. Vous savez qu'il est question de supprimer à la fois l'impôt sur la fortune et le bouclier fiscal. Le problème, c'est que pour que ce soit neutre pour les finances de l'État, il faut absolument trouver 3 milliards d'euros. Pas facile en ce moment. L'autre difficulté, elle est plus décisive encore, sans doute, elle est politique. La suppression de l'impôt sur la fortune pourrait être interprétée à nouveau comme un cadeau aux riches de la part de Nicolas Sarkozy et de la majorité, d'où d'ailleurs la retenue cet après-midi de François Baroin qui s'est exprimé dans Le Monde et qui a tenu à dire qu'il ne fallait pas forcément supprimer intégralement l'ISF coûte que coûte. Il pourrait être seulement aménagé. Un point de vue d'ailleurs soutenu à notre micro par le rapporteur général du budget, Philippe Marini, qui a estimé qu'il fallait tenir compte sur cette question de l'état de l'opinion, surtout à quelques mois de l'élection présidentielle. Merci Emmanuel Kessler. Autre quête d'économie dans un budget en déficit, celui de la sécurité sociale. Pour les assurés, de nouveaux déremboursements de médicaments se profilent à l'horizon proche. Margot Aubrio.
Des médicaments à vignette bleue, il y en a plus de 1500. Ils sont classés par le ministère de la Santé comme présentant une utilité médicale modérée. Aerius qui est un anti-allergique, donc très utile pour plein de gens, aussi bien asthmatiques que personnes allergiques. Du Spasfon, produit antispasmodique comme son nom l'indique, très utilisé pour des problèmes digestifs. Euphiline, qui est un produit utilisé pour les asthmatiques. Donc il y a une grande variété de produits qui sont loin d'être anodins, mais qui sont très utiles donc, dans le cadre de prescription médicale. Mais ces médicaments ne sont pas les seuls concernés par les mesures de déremboursement. En ligne de mire aussi, le matériel médical, bandelettes de contrôle diabétique ou appareils plus lourds, comme les chaises roulantes ou les lits médicalisés. Leur remboursement pourrait passer de 50 à 40% au lieu des 45% envisagés en septembre dernier. Les associations s'alarment et dénoncent ce nouveau coup de rabot sur les remboursements de santé. On a extrêmement régulièrement des adhérents qui nous sollicitent sur cette question-là en disant les frais qui restent à ma charge augmentent de plus en plus, je n'ai pas de mutuelle ou j'ai une mutuelle qui augmente et donc je suis contraint, parce que j'ai des moyens limités, je suis contraint de renoncer à un certain nombre de soins. Avec ces baisses de remboursement, le gouvernement souhaite économiser 330 millions en 2011. Les élèves français ont des résultats dans la moyenne des pays de l'OCDE, mais très loin derrière les élèves de Shanghai, de Corée du Sud et de Finlande, qui se trouvent aux premières places. La France donc est 21e sur 65 en compréhension de l'écrit, 22e en mathématiques, 27e en sciences. Par ailleurs, les inégalités scolaires se sont accrues en France depuis une dizaine d'années, selon les résultats de cette enquête de l'OCDE. Pas de mouvement de masse au guichet des banques aujourd'hui. L'appel d'Éric Cantona à faire exploser le système, c'est en fait retourné contre lui aujourd'hui. Certains politiques, comme Roselyne Bachelot, ne se sont pas privés de rappeler à quel point l'ex-footballeur vedette profitait du système. Ce dernier d'ailleurs n'a pas retiré ses fonds aujourd'hui, bien au contraire. Aurélien Romano. Aucun retrait massif observé dans les agences bancaires aujourd'hui. L'idée d'Éric Cantona avait pourtant attiré la sympathie de plusieurs dizaines de milliers d'internautes, mais on est loin ce soir de l'hémorragie bancaire annoncée. L'ex-footballeur lui-même n'a pas retiré son argent. Il avait pourtant prévenu d'un retrait supérieur à 1 500 € dans une agence BNP de province. Plus troublant encore, le Figaro annonce qu'Éric Cantona a effectué un virement de 750 000 € il y a 3 jours vers le Crédit Agricole. Une somme tout juste inférieure à la première tranche de l'ISF, remarque le journal. Chez les Cantona, la banque on connaît, la compagne de la star, l'actrice Rachida Brakni, vantait dans une publicité télévisée les mérites du Crédit Lyonnais. Une information que distillait ce matin Roselyne Bachelot avec gourmandise. Julian Assange sera maintenu en détention jusqu'au 14 décembre. Décision de la Cour de justice de Westminster après l'arrestation aujourd'hui à Londres du fondateur de Wikileaks. Non pas en rapport avec les dernières fuites, mais en vertu d'un mandat d'arrêt européen pour une affaire de viol en Suède. Julian Assange s'est présenté lui-même à la police britannique et il rejette bien évidemment ces accusations de viol. Le mariage des Verts et d'Europe écologique connaît sa première crise avec le coup d'éclat de l'eurodéputé Jean-Paul Besset. Ce dernier décrit un climat délétère de guerre froide dans une lettre aux responsables du parti. Patrick Jean-Pierre. Rien ne va plus à Europe Écologie. Après l'unité de façade affichée en novembre dernier, Jean-Paul Besset, principal cheville ouvrière du rassemblement, l'auteur du manifeste voté à Lyon, s'en va. Il claque la porte et le dit ouvertement dans une lettre que nos confrères de Marianne se sont procurée. Une décision mûrement réfléchie, explique-t-il, face à une situation de conflit interne qui m'apparaît en l'état dominante, indépassable, broyeuse d'énergie et d'espérance. Ce qui est très intéressant, c'est que quand il était dans les ONG, aux côtés d'Hulot, de Greenpeace, etc., ces gens-là nous regardaient en disant, dès qu'il y avait un couac médiatique, oh bah regardez, celui-là, il a encore parlé à la presse, c'est désastreux vu l'état de la planète. Moi, j'ai envie de dire à Jean-Paul Besset, bah aujourd'hui, c'est toi qui fais le couac. Nicolas Hulot, son nom revient souvent dans les discussions et après les départs de Pascal Durand, ancien délégué général d'Europe Écologie, et de Jean-Paul Besset aujourd'hui, certains y voient l'ombre d'une manœuvre politique. C'est une hypothèse que peut-être eux-mêmes vont essayer de pousser Nicolas Hulot afin qu'il soit candidat à la présidentielle au nom des écologistes et que ça remette un petit peu d'unité dans un parti qui est un petit peu, disons, déchiré. Après leur bon score aux européennes et aux régionales, Europe Écologie Les Verts n'a pas su surfer sur la vague de l'unité. La fusion dépassement n'a pas eu lieu, explique encore Jean-Paul Besset dans son courrier.
Les différents leaders du parti viennent de recevoir un beau soufflet d'un des leurs à quelques mois de la présidentielle. Dassault attendra encore longtemps, semble-t-il, la conclusion du contrat du siècle, la perspective de la vente au Brésil de 36 Rafales. Le président Lula, en effet, fait volte-face et il annonce qu'il laisse à son successeur, Dilma Rousseff, le choix des avions de chasse, une décision qui intervient dans un contexte de coupe budgétaire qui touche tous les secteurs au Brésil, y compris celui de la défense. La HALD est appelée à disparaître avec la création du défenseur des droits, mais le président par intérim, nommé par le chef de l'État, défend ses missions. Éric Molinier, l'ancien président de l'Association française contre les myopathies, a été entendu aujourd'hui par la commission des lois du Sénat. Élise Cardy. Voici le futur président d'une institution en sursis. La HALD, la Haute Autorité contre les discriminations, est appelée à disparaître, fondue dans une nouvelle institution, le Défenseur des droits, censé remplacer plusieurs autorités dans une seule en 2011. Alors, que deviendra ce nouveau président fraîchement nommé? En matière de plan de carrière ou de garantie sur mon avenir personnel, je n'ai rien demandé, on ne m'a rien proposé. J'ai juste une mission. Une mission limitée, dans le temps en tout cas. En 2011, ce sera fini, alors il tient à défendre ses attributions. Certes, je peux comprendre, je dirais, l'intérêt de mutualiser des coûts, des fonctions support, etc., pour faire des économies, ça je peux le comprendre. Mais en termes de mission, il y a des missions, il y a une expertise reconnue des gens de la HALD sur les discriminations. C'est un enjeu de société majeur et ça, il faut le préserver. Mais pour certains sénateurs, le processus de casse est lancé. Un signe du désengagement politique sur ces sujets. C'est-à-dire qu'on est en train de déserter le combat et on est en train d'abandonner nos principes. Il y a un problème de fond, c'est le problème du regroupement de toutes ces autorités administratives indépendantes dans l'institution du défenseur. Aucune, pour l'instant, n'est assurée d'une survie. Ce sera un peu au bon vouloir du défenseur. Demain, c'est la commission des lois de l'Assemblée nationale qui votera la nomination d'Éric Molinier. Sur Internet, une pétition a été lancée pour maintenir l'avenir de cette institution administrative indépendante. La situation en Côte d'Ivoire où la vie semble reprendre son cours malgré le blocage politique. L'envoyé spécial de l'ONU de retour à New York a assuré aujourd'hui au Conseil de sécurité qu'Alassane Ouattara a remporté l'élection présidentielle avec une nette avance. Les États-Unis appellent de leur côté Laurent Gbagbo à entamer la transition politique. Nous allons retrouver tout de suite Emmanuel Kessler pour reprendre la suite du débat budgétaire. Emmanuel. Oui, merci Michel. Effectivement, ici, juste à côté de l'hémicycle du Sénat, où est en train de se terminer